Herculanum. Cette ville romaine a été ensevelie sous les cendres lors de l'éruption du Vésuve. C'est la cité la mieux conservée de tout l'Empire romain. Pompéi, sa voisine, également détruite par le réveil de l'imposant volcan, est entrée dans la légende. Mais on sait peu de choses sur Herculanum. Que s'est-il vraiment passé le jour funeste de sa destruction? La catastrophe a figé dans le temps l'action des victimes. Ces ossements prouvent qu'elles sont mortes en une fraction de seconde. Aujourd'hui, des scientifiques ont recours aux technologies médico-légales et à l'imagerie multispectrale pour faire la lumière sur le terrible destin d'Herculanum. Le décryptage de ces rouleaux a été un des plus grands défis de toute ma carrière. Par quel miracle la ville est-elle aussi bien conservée? Herculanum nous oblige à reconsidérer tout ce qu'on croyait savoir sur cette terrible journée. De nouvelles découvertes changeront-elles notre regard sur la plus célèbre éruption de l'histoire? Pour savoir ce qui s'est réellement passé ici, nous allons excaver cet extraordinaire tombeau volcanique, explorer ces édifices ensevelis et faire parler les ossements de leurs malheureux occupants. Herculanum nous livrera peut-être alors le secret de ces dernières heures. Dans la baie de Naples, en Italie, une merveille de l'Antiquité romaine repose sous les cendres du Vésuve. En l'an 79 de notre ère, le géant de feu est entré en éruption, détruisant Herculanum et sa voisine, Pompéi. L'une est entrée dans l'histoire, l'autre est tombée dans l'oubli. Mais le monde englouti qui gît sous les rues de cette ville moderne s'apprête à livrer ses secrets. Enseveli sous 23 mètres de matière volcanique, ce monde est resté figé dans le temps. Les vestiges de ces échoppes, ces tavernes et ces maisons témoignent du drame qui s'est déroulé ici, il y a près de 2000 ans. Difficile d'imaginer qu'autrefois ces rues étaient pleines de couleurs et de vie. À seulement 6 km à l'est, se dresse un monstre endormi, le Vésuve. De récentes découvertes pourraient changer notre regard sur la terrible éruption de ce volcan. Les 2 tiers de cette petite ville, qui s'étendait sur 12 hectares, sont encore ensevelis aujourd'hui. Andrew Wallace-Adrill dirige le projet de conservation d'Herculanum et enquête sur les dernières heures de cette cité extraordinaire. Herculanum a été détruite par la même éruption que Pompéi. Mais contrairement à celle-ci, elle est extrêmement bien conservée. Enfouie sous une gangue volcanique, Herculanum a gardé pour elle le secret de son funeste destin. Nous révélera-t-elle aujourd'hui ce qui s'est passé ce jour-là? Regardez comme cette maison est bien conservée. Les étages sont encore là. À Pompéi, la plupart des étages ont été détruits. Et puis il y a encore des boiseries. Regardez ces panneaux de bois. Ils sont admirablement bien conservés. Les bâtiments ne sont pas les seuls à être restés figés dans le temps. À l'intérieur, les archéologues ont retrouvé des milliers d'objets. Ce qui est très rare, c'est qu'un certain nombre de meubles en bois ont été préservés. Ici, on a un lit. Et ici, une sorte de coffre. Et là, un objet qui ne laisse pas indifférent, un berceau. Il y avait un bébé dedans quand il a été trouvé. Les archéologues ont aussi retrouvé des restes de nourriture. Regardez, ce sont des figues. Herculanum était réputé pour ses figues. On pourrait presque les manger. Et ça, c'est une trouvaille que j'affectionne particulièrement. Une boule de pain prête à être rompue. Herculanum a été découverte par hasard au début du XVIIIe siècle par un paysan qui creusait un puits. Aujourd'hui,
Les archéologues continuent de fouiller la ville enfouie sous plusieurs millions de tonnes de roches volcaniques. À cet endroit, une villa colossale émerge peu à peu. Ce que vous voyez ici, c'est une paroi gigantesque, résultat de travaux d'excavation. Et en contrebas, vous pouvez apercevoir la villa. Pour l'instant, on n'en a déterré qu'une petite partie, environ un dixième. Le reste de la villa se prolonge très loin dans cette direction. Pour accéder à la villa, les premiers archéologues ont creusé d'étroites galeries à la pelle, dans l'épaisse couche de tuf. Au bout de 2 ans, ils ont atteint une salle, dans laquelle ils ont trouvé par terre et sur des étagères d'étranges cylindres noirs. Plus de 1700 papyrus carbonisés par la chaleur de l'éruption. La seule bibliothèque antique à nous être parvenue en l'état et entière. Il s'agit d'une découverte historique. Que nous révèlent ces papyrus sur la vie à l'ombre du Vésuve? Les galeries creusées pour accéder à la villa ne sont pas accessibles au public. Andrew est un des rares à pouvoir explorer ce labyrinthe oppressant. Nous sommes ici sous plusieurs tonnes de matière volcanique expulsée par le Vésuve et agglomérée à de la roche. Ces galeries sont restées intactes depuis le début des fouilles au XVIIIe siècle. C'est au bout de ce tunnel que les archéologues ont trouvé la fameuse bibliothèque de papyrus. Une grande partie de cette bibliothèque se trouve encore enfouie sous la roche. Seule une petite partie a été mise au jour. C'est la petite pièce dans laquelle les archéologues ont trouvé des centaines de papyrus. Au début, ils ont cru que c'était des bouts de bois carbonisés. Alors ils ont continué à creuser. Et puis ils ont compris que ces bouts de charbon étaient en fait très précieux. Il y avait des inscriptions dessus. Mais que disent ces rouleaux? Ils sont complètement carbonisés. Et les inscriptions sont à l'encre noire. Alors c'est pratiquement impossible à lire. Aujourd'hui, ces délicats rouleaux de papyrus sont conservés ici, à la Bibliothèque nationale de Naples. David Blank, papyrologue, s'efforce de décrypter leur mystérieux contenu. Déchiffrer ces papyrus, reconstituer ces textes et leur donner un sens, ça a été un des plus grands défis de toute ma carrière. Au XVIIIe siècle, la découverte de ces rouleaux fait sensation. On vient des 4 coins du monde pour les examiner. Et très rapidement, ils deviennent une monnaie d'échange diplomatique. Le roi de Naples en offre 6 à Napoléon en gage d'amitié. Il en donne aussi 18 aux Britanniques en échange de 18 kangourous. Mais invariablement, les manuscrits s'effritent quand on essaie de les ouvrir. Un grand nombre seront ainsi perdus pour la postérité. Mais quel secret renferment-ils? Ces papyrus sont extrêmement fragiles. Ils se désagrègent dès qu'on les touche et parfois même sans qu'on les touche. Certains présentent des trous parce qu'ils sont restés collés entre eux. La lecture de ces fragments en piteux état est pratiquement impossible à l'œil nu. Sur les papyrus les mieux conservés, on a un fond noir et ton sur ton l'encre qui luit légèrement. Elle est à peine visible. Reconstituer ces manuscrits est un travail très fastidieux, auquel David se consacre depuis 25 ans. Regardez ce rouleau, par exemple. C'est comme si on avait déchiré toutes les pages d'un livre, qu'on les avait coupées en deux et qu'on avait mélangé le tout. Pour pouvoir lire ce livre, il faut tout remettre dans l'ordre. Il s'agit donc d'assembler des centaines de fragments. Mais comment reconstituer ces papyrus si les mots ne sont pas lisibles? L'idée, ce n'est pas d'essayer de reconstituer le texte, mais de céder des caractéristiques physiques de chaque morceau pour les assembler entre eux.
Lorsque l'on a tenté de dérouler ce manuscrit, il est tombé en morceaux. Et ces morceaux sont délimités par des espaces. Lorsqu'une partie du papyrus est assemblée, David examine son mystérieux contenu. Pour le décrypter, il a recours à une technologie révolutionnaire mise au point par la NASA, l'imagerie multispectrale. Celle-ci utilise plusieurs longueurs d'onde infrarouges pour faire ressortir l'encre de son arrière-plan. Tout d'un coup, on pouvait voir des lignes entières et on pouvait reconstituer des textes intelligibles. Donc en substance, on utilise une technologie de l'ère numérique pour décrypter des textes écrits il y a 2000 ans. C'est incroyable. Peu à peu, les recherches de David révèlent que la plupart de ces textes sont écrits en grec. Ici, on commence par un mot très prometteur, philosophe, philosophos. Puis, sur la ligne suivante, on a la sagesse, Sophia. On peut donc lire des mots épars sur ce petit morceau de papyrus. Ça ne permet pas de dégager un sens, mais ça donne une idée du sujet. David pense que les manuscrits recèlent des informations sur la villa. Savoir lire à l'époque, c'était quelque chose de très rare. Et seules les personnes très fortunées pouvaient posséder autant de livres et les stocker dans une bibliothèque dans le but de les lire. À mesure qu'il déchiffre ces fragments de texte, David comprend que la plupart de ces manuscrits ont été écrits par un philosophe grec. C'est un indice de taille sur l'identité du propriétaire de la villa. Ce philosophe avait un éminent bienfaiteur romain qui s'appelait Piso. Et ce fameux Piso n'était autre que le beau-père de Jules César. Cela explique donc cette villa extrêmement luxueuse. Lucius Calpurnius Piso Caesoninus a rassemblé une incroyable collection de textes anciens. Et ceci nous livre de précieuses informations sur les influences intellectuelles de la haute société romaine. La plupart de ces papyrus sont des extraits de philosophie épicurienne. On y décrit aussi comment gérer une école de philosophie. Selon la philosophie épicurienne, le bonheur s'obtient par l'abstinence des désirs inutiles. C'est une idée qu'on ne peut lire que dans ces textes. C'est-à-dire qu'on ne la retrouve pas dans les traités philosophiques qui ont été recopiés au Moyen Âge. Ces rouleaux font partie de la seule bibliothèque du monde antique qui nous soit parvenue en l'état aujourd'hui. Et elle n'a pas encore été complètement dégagée. C'est une bibliothèque très atypique. Elle est composée de cette seule collection de livres. Il est possible que le propriétaire de la villa en ait conservé dans d'autres pièces. On n'a évidemment aucune certitude, mais il est tout à fait possible qu'on trouve d'autres manuscrits. Comme on a peu d'ouvrages de la littérature grecque et romaine, ce serait une découverte extrêmement précieuse. Ce qui permet de nourrir de tels espoirs, c'est que le propriétaire de la villa appartenait à l'élite romaine. Figure emblématique de l'histoire romaine, Jules César a été le dictateur le plus puissant de la République romaine. La villa de son beau-père est une des plus somptueuses jamais mises au jour par les archéologues. Elle s'étend sur près de 250 mètres et renferme les vestiges de ce qui furent autrefois de magnifiques terrasses, des thermes et un vignoble privé. Pour Andrew, la villa dei Papyri, la villa des papyrus, est très révélatrice de ce qu'était Herculanum. Ce que vous voyez ici n'est qu'une partie de cette immense et magnifique villa. Cet homme était d'une richesse incommensurable. C'était tout de même le beau-père de Jules César. Dans la société romaine, il n'y a pas plus haut placé. La découverte de cette villa et de ses papyrus semble indiquer qu'Herculanum était beaucoup plus riche et puissante que sa voisine, Pompéi. Pompéi était une ville dans laquelle on travaillait. Herculanum, elle, était davantage un lieu de villégiature.
C'était le terrain de jeu du Gotha romain. Les familles qui étaient devenues riches grâce aux colonies romaines venaient passer leurs vacances ici et se vautrer dans le luxe. Les vestiges d'Herculanum trahissent la richesse d'une ville détruite à son apogée. Tentant désespérément de fuir, ces citoyens ont abandonné leurs élégantes villas. Mais pourquoi Herculanum est-elle si bien conservée? Comment se fait-il qu'autant de quartiers de la ville aient résisté à l'éruption? Guido Giordano, géologue, cherche à comprendre ce qui a permis cette bonne conservation. Regardez cette villa, c'est incroyable. Enfermée dans un écrin de roches volcaniques depuis près de 2000 ans, la villa dei Papyri livre aujourd'hui ses secrets. Lorsque les archéologues déblaient ces pièces, ils trouvent des poutres en bois carbonisé. Plus loin, ils découvrent des fresques élaborées, dont le jaune d'origine a viré au rouge foncé. Ces deux trouvailles témoignent de la catastrophe sans précédent qui a ravagé la ville voisine de Pompéi. Comment se fait-il qu'Herculanum ait aussi bien résisté à la violence apocalyptique du volcan? Guido étudie la roche volcanique qui recouvre le site. Cette paroi rocheuse mesure environ 25 mètres de haut. La ville d'Herculanum est complètement enfouie sous la roche. Pour Guido, les différentes couches de matière éjectées lors de l'éruption offrent une véritable empreinte volcanique. Elle révèle avec exactitude ce qui s'est passé ce jour-là. On voit clairement qu'il y a des strates de différentes couleurs. Là, c'est jaune, et puis cela devient gris. Si on examine la texture et la structure des strates, on comprend qu'elles se sont formées en plusieurs phases. Pendant 12 heures, le Vésuve crache du gaz et des débris dans l'atmosphère, jusqu'à ce que la colonne d'éjecta atteigne 34 km de haut. Des vents de nord-ouest poussent les débris en direction de Pompéi, et Herculanum, à l'ouest, est dans un premier temps épargné. Pendant la nuit, la colonne retombe. Une coulée de cendres et de gaz chaud dévale la pente du volcan en direction d'Herculanum. 5 éruptions successives ensevelissent les bâtiments de la ville sous d'épaisses couches de matière volcanique, fossilisant les structures, les objets et les êtres vivants. C'est ce qu'on appelle un nuage pyroclastique ou une nuée ardente. Mais pourquoi ce nuage ne se contente-t-il pas de tout brûler sur son passage? Bonjour. Comment ça va? Dans son laboratoire à Rome, Guido a mis au point une expérience pour répondre à cette question. Je prends un morceau de bois originaire de la région d'Herculanum, qui est de la même variété que le bois carbonisé trouvé dans les dépôts. Guido insère l'échantillon dans un calorimètre, un appareil destiné à mesurer les échanges de chaleur afin de comprendre ce qui est arrivé au bois d'Herculanum pendant l'éruption. On apprend généralement que le bois brûle au contact des flammes et de l'oxygène, bref, du feu. Mais une nuée ardente est un nuage de gaz toxique. Il n'y a ni flamme ni oxygène. Elle ne peut donc rien brûler. Ce que cette expérience nous apprend, c'est que si cet échantillon de bois est chauffé à très haute température, sans oxygène, il se carbonise, mais garde sa forme. Mais quelle température le gaz doit-il atteindre pour tout carboniser sur son passage? Maintenant, on va répéter l'expérience à différentes températures en l'augmentant de 50 degrés à chaque fois. Puis, au microscope, Guido compare les échantillons de bois contemporains aux échantillons qui proviennent d'Herculanum. Il espère ainsi déterminer à quelle température la villa des papyrus a été carbonisée. L'expérience montre que les échantillons de carbone
trouvés à Herculanum ont été carbonisés à une température d'environ 500 degrés Celsius. Dans cet environnement incroyablement chaud et sans oxygène, les objets en bois et les rouleaux de papyrus ont été carbonisés. Une épaisse couche de cendres s'est ensuite déposée sur la ville, formant une enveloppe protectrice. C'est ce faisceau de circonstances uniques qui nous permet d'en apprendre autant sur la vie des Romains près de 2000 ans plus tard. C'est ainsi que les fabuleux trésors d'Herculanum ont été figés dans le temps. Mais qu'en est-il des êtres vivants? Une sinistre découverte pourrait nous en révéler davantage sur l'enfer de cette éruption historique. À Pompéi, non loin de là, les archéologues ont exhumé plus de 1000 corps. Si les victimes d'Herculanum refusent de livrer leurs secrets, ces corps, eux, pourraient nous aider à mieux comprendre ce qui s'est passé. En découvrant ces arcades, les archéologues ont fait une sinistre découverte. Plus de 300 squelettes parfaitement conservés. Parmi eux, des femmes et des enfants blottis les uns contre les autres. Une mère berçant son bébé. Un petit garçon cramponné à son chien. Aujourd'hui, ces arcades se trouvent à 500 mètres à l'intérieur des terres. Mais en 79, elles abritaient des hangars à bateaux. Que nous apprennent ces nouveaux éléments sur cette éruption tristement célèbre? Pier Paolo Petrone, anthropologue médico-légal, s'interroge. Pourquoi toutes ces personnes sont-elles mortes ici? Ici, par exemple, on a une femme enceinte, comme en témoignent les ossements de fœtus trouvés dans son bassin. À côté, il y a 3 autres enfants et un homme adulte. On peut donc en déduire de manière assez certaine que les gens ont fui en famille. Au premier abord, on pourrait croire qu'ils sont morts en attendant d'être secourus. Mais en étudiant la position des corps, Pier Paolo s'est rendu compte que les malheureux essayaient de s'abriter. Il y a 30 à 40 individus par arcade. Et beaucoup ont été retrouvés à l'entrée des cavités. On peut donc en déduire qu'il n'y avait pas assez de place pour tout le monde. Pourquoi ces personnes n'ont-elles pas tenté de fuir? Pier Paolo pense connaître la réponse. On sait que la population avait déjà vécu un tremblement de terre en 62 de notre ère, 17 ans auparavant. Or, quelques heures avant l'éruption, la Terre se met à trembler sous l'effet de la pression importante qui se forme dans le volcan. Les habitants d'Herculanum cherchent alors à se mettre à l'abri. Ils savaient qu'on pouvait s'abriter sous ces arcades. Mais ce qu'ils ignoraient, c'est que le Vésuve était un volcan. Ils pensaient que c'était une simple montagne. Dans la baie de Naples, le Vésuve est considéré comme une montagne fertile. Et l'on cultive la vigne et d'autres denrées sur ses versants. Les séismes sont fréquents dans la région. Celui de 62 a fait beaucoup de dégâts à Herculanum et à Pompéi. Mais les habitants n'associent pas ces tremblements de terre au Vésuve et continuent de vivre sans se douter du danger qui les guette. Lorsqu'en 79, le Vésuve rentre en éruption, ils sont pris de court. Et lorsqu'ils comprennent enfin, il est déjà trop tard. Ces personnes sont-elles mortes étouffées quand les cendres sont retombées? Dans son laboratoire médico-légal à Naples, Pier Paolo cherche à comprendre la cause de leur décès à partir des squelettes. Regardez comme c'est intéressant. Sur ce crâne, on voit très nettement que certaines parties sont plus foncées et il y a des fractures très nettes. Il s'est brisé en 1000 morceaux. Pier Paolo pense que ces crânes ne sont pas fracturés de l'extérieur, mais de l'intérieur.
La pression à l'intérieur du crâne devait être très élevée, et cette pression a été engendrée par l'ébullition du cerveau. Le crâne s'est fissuré et a éclaté. Il a explosé. Un étrange résidu rouge recouvre un grand nombre d'ossements. On a trouvé du fer et des oxydes de fer sur les os. Ce sont des restes de sang. Après leur mort, les chairs se sont vaporisées. C'est incroyable. C'est la preuve que ces individus ont été tués par la chaleur extrême de la nuée ardente. Heureusement, ils sont morts si rapidement qu'ils n'ont pas eu le temps de s'en rendre compte. Ces squelettes sont comme figés dans l'action. On sait donc que ces personnes sont mortes en une fraction de seconde. Elles n'ont pas eu le temps de souffrir. Ça, c'est à Herculanum. Mais à Pompéi, c'est une toute autre histoire. Il y a quelque chose qui différencie les corps trouvés à Herculanum de ceux trouvés à Pompéi. À Pompéi, on a des moulages en plâtre, et ils expriment tous une réaction. Pier Paolo pense qu'il s'agit d'un réflexe post-mortem. Sous l'effet de la chaleur intense, les muscles se contractent. Ils sont morts instantanément, comme toutes les personnes trouvées autour du Vésuve. Mais leurs muscles se sont contractés, ce qui explique cette posture. Les corps trouvés à Herculanum, eux, ne présentent aucun signe de contraction musculaire. En examinant les restes de ces victimes, Pier Paolo trouve d'autres éléments suggérant que la mort a été instantanée. À Herculanum, les tissus mous, le sang, les fluides corporels se sont vaporisés. Les muscles n'ont pas eu le temps de se contracter. Comme les rouleaux, les corps sont restés figés dans le temps. Et ce, grâce aux conditions uniques engendrées par la nuée ardente. Ce qui est vraiment incroyable, c'est que le corps des victimes a été partiellement détruit par l'éruption, mais on peut encore les identifier grâce à leur ADN. Pour corroborer sa théorie, à savoir que les victimes trouvées dans les hangars à bateaux étaient de la même famille, Pier Paolo analyse leur ADN de manière aléatoire. Une analyse préliminaire de certains de ces individus montre que beaucoup d'entre eux étaient de proches parents. On a trouvé une mère et sa fille, une tante et sa nièce. Dans la panique, les familles ont tenté de sauver les leurs. On sait que ces personnes ont fui la ville ensemble. Si une catastrophe de ce genre devait se produire aujourd'hui, on peut très bien imaginer que les gens fuiraient en famille. Blottis les uns contre les autres, au bord de l'eau, les 300 victimes d'Herculanum ont été pour ainsi dire incinérées. Mais ce ne sont pas les seules victimes de la colère du Vésuve. Dans un bâtiment de la rue principale, on découvre une chambre. Et dans cette chambre, les restes d'un lit en bois sur une estrade en pierre. Sur ce lit repose le squelette d'un homme mort dans son sommeil. Son crâne a éclaté. Et à l'intérieur, on fait une étrange découverte. Des fragments d'une matière non identifiée, semblable à du verre. Quelle est donc cette étrange matière? Et que nous apprend cet homme sur l'éruption légendaire? Cet homme est resté enseveli sous la roche volcanique pendant 2000 ans. Pier Paolo Petrone est la première personne à enquêter sur sa mort. L'archéologue médico-légal pense que son squelette recèle des informations sur ce qui s'est passé le soir de l'explosion.
Les parties de son corps sont assez difficiles à identifier. Mais ici, vous avez la tête, ici le torse, il n'a plus de bras. Et là, vous avez le fémur et le bassin. Le squelette et le lit en bois ont été complètement carbonisés par la nuée ardente qui a englouti la pièce. Pendant que j'essayais de dégager les ossements de la cendre et que je prenais des photos, j'ai aperçu quelque chose qui brillait dans le crâne. C'était une matière noire qui ressemblait à du verre. Et ça m'a intrigué. Bonjour. Pier Paolo ramène la mystérieuse matière noire au laboratoire à l'université de Naples pour mener l'enquête. On a analysé la composition chimique de cette matière et on a trouvé une importante concentration d'acides gras. On sait donc que c'est le cerveau. Dans les hangars à bateaux, la matière grise est entrée en ébullition et s'est vaporisée. Tandis que de l'autre côté de la ville, le cerveau de cet homme s'est transformé en une matière solide et tranchante, semblable à du verre. C'est une découverte incroyable. Je n'avais jamais vu ça. C'est très difficile de comprendre l'enchaînement d'événements qui a mené à ce genre de résultat. Pier Paolo se demande pourquoi les effets de la nuée ardente n'ont pas été les mêmes à deux endroits différents de la ville. Ici, on a des restes qui ont été soumis à une température extrême. Une température probablement plus élevée que dans les hangars à bateaux. Lorsque la nuée ardente atteint les hangars à bateaux, elle est refroidie par l'air de la mer. Elle est pourtant encore suffisamment chaude pour faire bouillir les cerveaux et fondre la chair. Mais les os restent intacts. Dans les rues de la ville, rien ne tempère le nuage de gaz. Et les maisons se transforment en véritables fournaises. Beaucoup plus chaud, l'air fait fondre la chair et carbonise le squelette de la victime en une fraction de seconde, transformant son cerveau en une matière semblable à du verre. Ce malheureux est mort seul chez lui. Était-il malade ou incapable de partir? Pier Paolo a une autre explication. C'était un édifice public, le Sacellum des Augustales. Et aujourd'hui encore, il y a toujours un gardien dans les édifices publics, quelqu'un qui vit sur place. Pier Paolo pense que les riches propriétaires de cet édifice ont ordonné à l'homme de rester pour protéger les lieux alors qu'eux-mêmes fuyaient. Il avait peut-être peur de perdre son travail, ou alors c'était par sens du devoir. En tout cas, il est resté et il est mort. Alors que le volcan crache sa matière, le gardien obéit à ses maîtres et reste jusqu'au bout. De nouveaux éléments suggèrent que certains n'ont pas eu le choix. La découverte d'une statue sur une esplanade d'Herculanum pourrait nous livrer d'autres secrets sur la ville ensevelie. Elle révèle aussi une facette beaucoup plus sombre de la civilisation romaine. En mettant au jour l'un des plus grands bâtiments publics d'Herculanum, la basilique, les archéologues découvrent la statue d'un dénommé Marcus Nonius Balbus. Non loin de là, brisées en 1000 morceaux, des tablettes en marbre sur lesquelles sont énumérés 500 noms d'habitants. Beaucoup d'entre eux s'appellent également Marcus Nonius. Qui est cet homme mystérieux? Pourquoi sont-ils si nombreux à partager le même patronyme? Andrew Wallace-Adrill, archéologue, est bien déterminé à trouver ce qui lie tous ces Marcus Nonius. Il commence son enquête sur la place principale de la ville.
Cet homme, c'était une figure influente d'Herculanum. Et son nom est écrit ici, Marcus Nonius Balbus. C'était un éminent personnage. Il était prêteur de Rome et proconsul, c'est-à-dire gouverneur d'une province. Et les gouverneurs de province étaient très riches. Sur un autel, à côté de la statue, Andrew trouve une seconde inscription. Ce gros bloc de marbre, c'est son tombeau. Et cette glorieuse inscription témoigne de sa générosité. C'était comme un père pour la ville. C'est lui qui a financé les remparts et les portes d'Herculanum. Il a fait construire des routes et même une basilique. Marcus Nonius était l'homme le plus important de la ville. Mais au-dessus d'une porte, à proximité, Andrew trouve une enseigne portant le même nom. Et ce nom est celui d'un tout autre genre de personnage. Cette enseigne témoigne d'un différend entre voisins. Sur une face, on peut lire Julia, et sur l'autre, Marcus Nonius Dama. Le mot Dama indique probablement que cet homme venait de Damas. C'était un Syrien. Cet autre Marcus Nonius est donc originaire du Moyen-Orient. Qui est-il? Et que fait-il ici? À mesure que ses conquêtes s'étendent en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique du Nord, l'Empire romain fait des prisonniers de guerre qui sont envoyés à Rome et réduits en esclavage. La plupart travaillent dans les champs et sur les chantiers, et leurs conditions de vie sont souvent très dures. Les esclaves de Rome sont autorisés à gagner de l'argent et à terme à racheter leur liberté. La cérémonie d'affranchissement consiste à leur toucher la tête avec un sceptre. Les affranchis prennent alors le nom de leur ancien maître. Andrew pense que Marcus Nonius possédait de nombreux esclaves. Et l'homme qui vivait à cette adresse en avait fait partie. Quand vous aviez autant d'argent que Marcus Nonius Balbus, vous aviez probablement des centaines d'esclaves. Les morceaux de la tablette retrouvés dans la basilique d'Herculanum fournissent d'autres informations sur ce personnage. Si vous assemblez les fragments de cette tablette, vous obtenez une longue liste de plus de 500 noms. Sur cette tablette figurent des noms de citoyens romains, mais pas ceux des esclaves, qui n'obtiennent leur citoyenneté qu'une fois affranchis. Et ici, on a une série de Marcus Nonius. Marcus Nonius Emiros, Marcus Nonius Carcio, Marcus Nonius Terpnus. Et ces hommes n'étaient pas nés libres, c'étaient d'anciens esclaves. Au total, 25 esclaves ont été affranchis par Marcus Nonius Balbus. Herculanum accueille certaines des plus grandes fortunes de l'Empire romain. Et ses familles possédaient de nombreux esclaves. Les citoyens et les esclaves n'étaient pas logés à la même enseigne. Sur cette plaque, on peut lire « Ne jetez pas vos ordures ici », c'est-à-dire à côté de la fontaine. Et ça continue ainsi. Si vous êtes un homme libre, vous ne serez pas puni, mais si vous êtes un esclave, vous serez fouetté. Les esclaves ne peuvent pas sortir de la ville sans autorisation. Mais lorsque le Vésuve entre en éruption, sont-ils contraints de rester? Andrew étudie les objets qui se trouvaient à côté des 300 squelettes découverts dans les hangars à bateaux. Beaucoup avaient emporté leurs biens de valeur, parce que c'est ce qu'on fait avant de s'enfuir. On prend ses biens de valeur. Des pièces d'or et des bijoux ont été retrouvés sur certains, probablement les citoyens les plus fortunés. Mais d'autres n'ont rien pris. Selon toute vraisemblance, ce sont les personnes les plus démunies de la ville. Tous ne sont pas égaux parmi ces squelettes. Il y a des gens très riches et des gens très pauvres. Certains ont des biens de valeur et d'autres n'ont rien. Pour Andrew, cela ne fait aucun doute. Ceux qui n'ont rien étaient des esclaves.
Face à la mort, tout le monde cherche un moyen de se sauver. Et tous se disent qu'ils seront en sécurité au bord de l'eau. Alors, ils rejoignent tous ensemble la rive, riches et pauvres, maîtres et esclaves, vieux et jeunes. Pier Paolo cherche à prouver que les malheureux trouvés dans les hangars à bateaux sont aussi bien des esclaves que des maîtres. C'est une chance de pouvoir étudier ces squelettes, d'essayer de savoir comment ils sont morts, mais aussi qui ils étaient. En analysant leur ADN, il est possible de connaître l'origine ethnique des victimes. Ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a de grosses différences génétiques entre les hommes et les femmes. Toutes les femmes présentaient le pool génétique du sud de l'Italie, tandis que 3 hommes avaient un autre pool génétique. Autrement dit, ils étaient originaires d'un autre pays, certainement du Moyen-Orient. À Herculanum, les personnes originaires du Moyen-Orient sont vraisemblablement des esclaves. Cela semble donc corroborer la théorie de Pier Paolo. Les esclaves ont fui en même temps que les citoyens. Les vestiges d'Herculanum livrent aujourd'hui les secrets des dernières heures de la ville. Tandis que l'éruption atteint son paroxysme, esclaves et maîtres prennent la fuite ensemble et trouvent refuge dans des hangars à bateaux où ils prient pour leur salut. Mais qu'est-il arrivé aux autres habitants de la ville? Leurs dépouilles sont elles aussi ensevelies sous la roche. Leur sort pourrait-il modifier notre compréhension de cette catastrophe sans précédent? En 79, on estime que la ville d'Herculanum comptait un peu plus de 4000 habitants. Mais pour l'instant, seuls 300 corps ont été retrouvés. Qu'est-il arrivé aux autres? Stephen Tuck, historien, est bien déterminé à élucider ce mystère. Personne ne sait ce que sont devenus les habitants d'Herculanum. On a fouillé seulement un quart de la ville d'origine. Les victimes de l'éruption pourraient se trouver dans les parties restantes. Mais Stephen pense que les squelettes retrouvés dans les hangars à bateaux sont les seules victimes. Pour lui, la majorité de la population a réussi à fuir avant que le nuage pyroclastique n'engloutisse la ville. Beaucoup pensent que les corps sont à l'extérieur de la ville, notamment sur les routes qui mènent à la mer, parce que les habitants auraient essayé de rejoindre la côte. Mais moi je crois que si on a retrouvé si peu de corps, c'est parce que les gens ont survécu. Située à 13 km d'Herculanum, Naples est une ville florissante. C'est ici que Stephen espère trouver la preuve de sa théorie. Pour savoir si les habitants d'Herculanum ont survécu, on peut par exemple examiner les inscriptions sur les maisons, les tombeaux et les bâtiments publics. Les Romains avaient pour habitude de graver leurs noms sur les bâtiments. Ces inscriptions fournissent de précieux indices. À l'époque des Romains, les patronymes étaient souvent uniques à une communauté ou une région. Donc si on trouve un nom à Herculanum et que l'on retrouve ce même nom dans une autre ville, on peut en déduire que cette personne est originaire d'Herculanum et qu'on a affaire à un survivant. Stephen se lance dans un véritable travail de détective, recoupant les noms qui figurent sur la tablette avec les inscriptions trouvées dans d'autres villes. Et il ne tarde pas à trouver un survivant. Par exemple, vous avez ici un certain Caninius Botryot. Il figure sur les dernières listes de recensement d'Herculanum. Et on le retrouve sur une inscription à Naples. Pour moi, c'est certain, c'est le même homme. En poursuivant ses recherches, Stephen découvre que ce n'est pas le seul survivant. Ce qui est incroyable, c'est que non seulement Caninius Botryot a survécu à l'éruption, mais il a aussi réussi à sauver sa famille. Dans la panique, sa femme, son fils, bref, toute la famille a réussi à fuir. Mais l'histoire de Caninius Botryot ne s'arrête pas là. Le nom de sa femme retient lui aussi l'attention de Stephen. Elle s'appelle Caninia,
c'est-à-dire qu'elle a le même patronyme que lui. Selon toute vraisemblance, c'est une esclave affranchie qui a épousé son ancien maître. Mais Herculanum comptait plus de 4000 habitants. Y a-t-il d'autres survivants? Ceci est le descriptif d'une tablette en marbre trouvée à Naples en 1535. On y parle d'une partie de la ville qu'on ne connaissait pas. Cette partie est décrite comme le quartier splendide des Herculanéens. Cela veut donc dire qu'un grand nombre de survivants se sont installés à Naples après l'éruption. La catastrophe naturelle déplace des milliers de personnes. Pour Steven, un grand nombre d'entre eux ont trouvé refuge à Cumes, à 32 km à l'ouest d'Herculanum. Avant le drame, qui s'est produit en l'an 79 de notre ère, Cumes était décrite comme une ville déserte, une ville qui dépérissait. Mais tout d'un coup, juste après l'an 81, il y a eu de nouvelles constructions. L'empereur Titus y lance un ambitieux programme d'urbanisation. Un nouveau forum, des routes, des aqueducs, des amphithéâtres, des temples et ainsi de suite. S'il a construit tous ces bâtiments ici, c'est bien pour une raison. Et moi je pense que c'était pour accueillir une nouvelle population. Pour favoriser son essor, la ville de Cumes doit également être reliée au reste de la péninsule. Cette route et le passage qui la surmonte, que l'on appelle aujourd'hui l'Arco Felice, font partie d'un tout nouvel axe routier. L'empereur les a fait construire après l'éruption du Vésuve pour relier Cumes au réseau routier. Un tel projet est très coûteux et nécessite d'importantes ressources. Où l'empereur a-t-il trouvé l'argent pour financer la construction de cette nouvelle infrastructure? Ceux qui ont péri à Herculanum étaient extrêmement riches. Bien souvent, ils possédaient des villas, des terrains, des vignobles, des exploitations agricoles, des entrepôts dans tout l'Empire romain. Et ces biens ont été saisis pour financer la reconstruction et le relogement des survivants. L'empereur Titus s'est donc efforcé d'aider les victimes du Vésuve. Il y a eu une terrible catastrophe naturelle dont on ne comprend pas l'origine. C'est terrifiant. Mais le gouvernement intervient. L'empereur utilise l'argent des victimes pour aider les survivants. C'est plutôt intelligent. Ainsi, c'est dans les villes qui entourent Naples qu'il faut chercher des survivants d'Herculanum. On connaît l'histoire des personnes mortes dans l'éruption du Vésuve qui a détruit Pompéi et Herculanum en 79. Mais il y a une autre histoire, celle des survivants. Car depuis peu, on a de bonnes raisons de penser qu'il y en a eu un grand nombre. La découverte d'Herculanum a changé notre regard sur la vie des Romains et sur l'une des éruptions les plus marquantes de l'histoire. Sa puissance a dévasté la ville. Mais le flux pyroclastique expulsé par le Vésuve en a recouvert les restes et les a miraculeusement préservés jusqu'à nos jours. Des rouleaux de papyrus carbonisés nous ont appris comment ces citoyens ont vécu et sont morts. Comme figés dans l'horreur, les 300 victimes des hangars à bateaux nous ont révélé les dernières heures d'Herculanum. Tandis que la panique s'emparait de la ville, ils ont fait le mauvais choix, celui de rester. Et ils ont subi la violence du Vésuve. Mais nous avons aussi découvert que de nombreux habitants avaient réussi à fuir. Ils ont reconstruit leur vie, tel un phénix renaissant des cendres d'une éruption sans précédent dans l'histoire de l'humanité.